l'économie sera plus là, la France aura basculé en guerre civile. Donc HEC, c'est une de vos religions. Enfin, les grandes écoles en France, c'est une religion. Est-ce que la Terre est plate? Oui. Bon les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le père Tougan. Alors Tougan Bara, il a 3 particularités. La première, ce qu'il appelle sa communauté les FDPH. Donc FDP c'est pour fils de pute et le H c'est pour honnête, très important. Seconde particularité, il mâche surtout pas ses mots. Je veux dire par là qu'à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est potentiellement ma chaîne YouTube qui peut y passer. Alors rien que pour ça, je vous demande de me laisser un petit pouce bleu histoire que cette vidéo profite à un maximum de personnes et qu'on puisse un petit peu péter l'algo avant qu'elle disparaisse dans les abysses de YouTube. Et troisième particularité, il fait tellement de thunes que t'as l'impression qu'il a braqué sa banque. Alors pourtant, pendant très longtemps, il t'a juste vendu des PDF. Bon, aujourd'hui, il a un petit peu diversifié tout ça, c'est ce qu'on va voir du coup dans cette petite discussion. Puis du coup, comment ça va Tougan? Écoute, ça va très bien. Je suis à Dubaï, il fait beau. Je suis loin de l'ambiance de guerre civile que vous avez en France, donc c'est super. Ça commence bien. Bon, du coup, je te laisse te présenter rapidement. Je sais que c'est un peu chiant, mais je suis pas sûr que ma commu te connaisse. Ok, je m'appelle Tougan. Je suis marketeur dans le Web 2 et le Web 3. Ça fait 10 ans que je travaille sur Internet à peu près. Et je suis le cofondateur de solutions technologiques comme Side.xyz, qui est une technologie no-code dans le Web 3. De Frog.tech, qui est une technologie de funnel, et de un projet plus récent qui s'appelle Bonsai.lol, qui est une techno pour créer son MVG au Minimum Viable Guru. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, enfin, de ce concept-là, de MVG. Et voilà, quoi, c'est mon taf, quoi. Et puis sinon, j'aime bien la philosophie, l'économie, des trucs comme ça, quoi. Parfait. Je me demandais justement, t'es associé avec Jean-Marie Corda sur Bonsai? Ouais. Ok, parfait. Jean-Marie, son grand pote. Un petit tour à HEC aussi? Pas long? Ouais, c'est. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont je parlais pas pendant longtemps. Et après, j'ai remarqué qu'en fait, ça faisait réagir les gens. Pour info, moi, j'ai quitté la France il y a 10 ans. Donc, en fait, tout ce qui est chez vous, les Français, une religion, un truc sacré, tabou, machin, c'est pas que je veux provoquer ou faire chier gratuitement. C'est juste que je suis pas au courant, ok? Genre, je donne un exemple concret. Moi, je dis toujours shalom au début. Enfin, je le fais plus parce que maintenant, on se fait engueuler. Les gens, ils sont très crispés, quoi. Mais en fait, voilà, juste donc. Si jamais, c'est pas pour vous braquer ou pour faire de la punchline, c'est juste que moi je suis pas forcément au courant de ce qu'il faut dire ou pas dire chez vous. Donc HEC, c'est une de vos religions. Enfin, les grandes écoles en France, c'est une religion. Quand j'étais jeune et naïf, je croyais que c'était le ticket pour, on va dire, une vie meilleure, une vie confortable, un emploi bien payé, une carrière stimulante avec des gens intelligents. J'ai fait donc une prépa HEC quand j'étais jeune, puis après j'ai intégré HEC, puis j'ai démissionné au bout de 3 mois. Parce que je suis arrivé à la conclusion assez rapidement que c'était pas la meilleure allocation des ressources temps et argent. Le temps est une ressource bien plus importante que l'argent, évidemment. Donc j'ai fait le choix de quitter cette institution pour aller travailler. Et ça s'avérait être un bon pari. Ouais, bon, j'ai fait à peu près le même pari. Moi, j'ai fait mes études à Panthéon-Assas. Pareil, co-gestion. Et quand j'ai compris que c'est un coup à finir à 10K, je me suis barré, quoi. Bon, Encore quand 10K, tu te barres... aujourd'hui, tu sors d'HEC et Polytechnique, tu gagnes pas de 10K. Hein. Bon, si, quand même. HEC 10K en fin de carrière, mais bon, 10K, ça vaut plus rien. Mec, en fin de carrière, mais attends, mec, t'as 20 ans et quelques en fin de carrière, il se passe Ouais. 30 ans, mais mec, t'auras plus, enfin, l'économie sera plus là, la France aura basculé en guerre civile, et je dis pas ça tu vois, en mode provocation, c'est juste que les tensions sont énormes, Ouais, les rien que déséquilibres l'inflation. économiques sont faramineux, l'Occident est en chute libre, voilà, alors, on peut toujours se rattraper, hein, l'Occident a plein d'atouts, mais c'est en chute libre complet, donc ouais, en fin de carrière, peut-être qu'il sera à 10K, mais en fait aujourd'hui, le monde, il existe, enfin, aujourd'hui, le monde, enfin aujourd'hui, ta vie, tu la pilotes à 24 mois maximum en fait. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas qu'il faut être court-termiste, hein, c'est qu'en fait on est obligé d'être court-termiste dans un monde qui change aussi rapidement. Donc, Ouais, c'est sûr. Et puis non, 10K, non. Et, même aujourd'hui, 10K, souvent les grandes écoles sont en région parisienne. 10K, t'en crames la moitié si tu veux vivre correctement. Derrière, t'es niqué, quoi. oui, non, c'est clairement en fait en fait ce qui est compliqué, euh, c'est que les gens vont prendre de la data passée. On peut dire, allez, on a la data qui dit que les gens qui sont diplômés des grandes écoles ont des belles carrières. Oui, mais ça c'était le monde d'hier. Là, on a changé de siècle, on a changé déjà de paradigme économique. La valeur ajoutée, elle est fabriquée dans la techno, dans l'IA, dans la blockchain, dans la mondialisation, on va dire, rapide et sauvage. Euh, et la génération d'avant, les gens qui étaient diplômés, je sais pas, dans les années 80, par exemple, fin années 80, début années 90, eux, c'était avant la révolution d'Internet, avant la blockchain, c'était la mondialisation corporate et financière qui démarrait. Donc, en gros, oui, tu faisais HEC, l'ENA, j'en sais rien, Polytechnique.
Sciences Po, t'allais bosser pour Alstom, t'allais bosser pour Goldman Sachs, c'était super. Si t'es plutôt au début des années 2000, t'allais bosser pour Google, c'était super. Mais tout ça, c'est révolu. Le monde a changé en fait. Donc, les gens ne price pas vraiment le fait que bah, la data passée n'est pas une promesse de gain futur. Quoi. Tu sais, c'est un peu comme les disclaimers pour les mecs qui vendent des solutions de trading. Les performances passées ne sont pas des promesses de gain futur. Bah, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Bon, et c'était quoi le plan quand tu te barres? Tu te dis, je me barre de là, j'ai rien à foutre ici et on verra ce que je fais? Ou déjà, t'avais un peu les pieds dans le business en ligne, tu commençais à faire des thunes, tu t'es dit, je continue sur ça? En fait, moi, quand je me suis barré, c'était il y a vraiment 10 ans. Je me suis barré d'HEC au même moment que je me suis barré de France. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de chaîne YouTube pour t'expliquer comment gagner du fric. Ça n'existait pas. Enfin, t'avais des Il y avait mecs ni qui blog. existaient un peu, t'avais des types. Enfin, il y avait quelques infopreneurs, quelques trucs, mais en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui n'existait pas en fait. Et c'est progressivement qu'on a vu les premiers gars arriver, créer des chaînes YouTube, bah, tu fais un blog, tu fais de l'argent et tout. Euh, je sais pas forcément ce que je voulais faire. Pour moi, c'était une forme d'intuition. Tu sais, chez Pascal, il y a un concept, c'est la vérité du cœur. C'est une forme d'intuition absolue, tu es presque divine, tu vois. Tu reçois un message et tu dis, bon bah vas-y, en fait, voilà, lève-toi, marche, quoi, casse-toi. Et donc, je sais pas forcément ce que je voulais faire. Ce qui est sûr, c'est que je voulais faire de la thune et je voulais de la liberté. Pour moi, la thune, c'est des points de liberté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'argent pour l'argent. Moi, je m'en fous un peu de l'argent pour l'argent. J'aime l'argent pour la liberté. Donc, je voulais faire de la thune. Et c'était l'époque, je crois que c'était quoi? C'était 2012, 2013, dans ces zones-là. C'était l'époque où c'était The Family qui était célèbre. C'était Oussama Ouais. Ammar qui faisait des conférences sur le growth hacking. Et j'étais en mode, ouais, vas-y, peut-être la startup mania et tout. Mais bon, très rapidement, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai fité. Il n'y a pas de thunes. Trop de compromis, trop de politiquement correct, trop de susboule, trop de mauvaises KPI, quoi. C'est quand ta KPI, enfin, quand le but de ta boîte c'est de lever des fonds, tu dis, mais je sais pas, le but c'est quoi? Enfin, normalement, le but c'est t'as une mission, t'as un product, ou tu fais du profit, ou enfin, mais la finalité d'une boîte c'est pas de lever des fonds pour maintenir en vie un système de Ponzi, quoi. Enfin, qui est le système VC. Je suis pas contre les VC dans l'absolu, hein. Dans certains cas, c'est nécessaire, ça fait de très belles choses, mais vouloir créer une boîte pour le fait, les mecs, ils créent une boîte parce qu'ils veulent lever des fonds, quoi. Ça, il est où enfin, il est où le truc qui a bugué dans le cerveau des gens? Et donc, pas pour moi. Donc après, je me suis tourné vers bah, les business en ligne un peu plus cons. Donc, infoprenariat, édition, PDF, etc. Et pareil, en fait, Cash ça s'est flow. avéré être un pari gagnant. Cash flow, ouais, cash flow. Bah, en fait, le truc intéressant, c'est, moi, j'ai des potes qui ont créé des belles boîtes. Là, j'en ai un qui vient d'exiter genre 50% de sa boîte pour 120 millions de dollars. Donc, tu vois, c'est pas dégueu. Euh, mais en fait, la plupart de ces mecs, ils sont riches en termes de net worth parce qu'ils vont avoir 20% d'une boîte qui vaut 100 millions. Donc, le mec, il vaut 20 millions de dollars sur le papier. Ouais, mais en fait, pour de vrai, il a un salaire de 5 ou 6 000 par mois, il vit dans région parisienne, ou à San Francisco, ou à Londres, ou à New York, où ça taxe, et où le coût de la vie est ahurissant. Donc en fait, leur qualité de vie est nulle, leur niveau d'épargne est très très bas. Et quand tu as des opportunités qui arrivent comme les crypto-monnaies, ils peuvent pas se dire, ah bah attends, vas-y, je vais aller déployer 1, 2, 3, 4, 5 millions s'il faut, là maintenant, en un clic, sur du Bitcoin ou sur de l'Ethereum, etc. Et surfer le truc, faire un x3 et sortir. Ils peuvent pas faire ça parce que leur net worth, leur fortune personnelle, elle est liée à des actions dans une boîte qui sont pas très liquides et qui finalement sont plus théoriques qu'autre chose, quoi. Et là, pareil, hein, je pense que la startup mania, c'était super dans les années 2000, peut-être jusqu'à peut-être 2015. À partir de 2015, c'était beaucoup plus intéressant en fait de faire du cash flow et pouvoir saisir des opportunités très rapides. Tu as de l'IA qui arrive, saute sur l'IA, tu as de la blockchain, du NFT, tu sautes dessus, soit en tant qu'investisseur, soit en tant qu'entrepreneur. Être très agile, très flexible, géographiquement, professionnellement, sectoriellement, cognitivement, etc. Et Ouais, il suffit de voir, tu prends Yomi Osama, Yomi fait plus de thunes qu'Osama actuellement. Alors qu'Osama, elle avait une boîte, c'était valorisé 1 milliard, je crois, The Family. Mais derrière, je crois pas tu que prends rien, quoi. non, je crois que le portfolio, c'est que la somme Ah, des parts ok. qu'il avait dans des boîtes valait 1 milliard, etc. Ou plus ou moins, je sais Ah, pas donc trop. c'était pas la valeur de la boîte, c'était le portefeuille. Je pense, ouais, ouais, ouais. Ok. Mais après, est-ce que le portefeuille de la boîte n'est pas la valeur de la boîte? Bon, je sais pas, peut-être pas. Après, Et je tu sais, crois que Osama, il parlait de. Je crois qu'il a 20 millions chez The Family, je l'ai entendu dire ça. Ce qui est pas énorme, tu vois. Enfin, par rapport bah, à. en fait, si tu veux, ouais, c'est beaucoup d'argent. Après, il faut savoir est-ce que c'est liquide ou est-ce que ça sera liquide et à quelle échéance. Euh, et, euh, et après, il faut voir le coût d'opportunité. Est-ce que finalement,
Il n'a pas pu gagner plus d'argent ailleurs ou pas. Et d'ailleurs, est-ce que finalement, ce qu'il veut, c'est de l'argent? En fait, la réponse est que pour le connaître un petit peu, pas vraiment en fait. Il s'en fout un peu quoi. Il est pas hostile au capitalisme, hein, bien au contraire, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est autre chose que juste accumuler des points. Ouais. Bon, après, du coup, tu fais comment le passage vers les pop-up clignotantes sur les sites de streaming? Ok, ouais, bah, dans l'histoire rapide, j'avais pas de sous, donc j'ai enseigné l'économie sur Skype. Donc je t'ai payé, alors c'était un peu ironique, hein, et j'ai même un peu douloureux, tu vois, c'est que bah, j'ai zéro thune, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux monétiser? Bah, je peux monétiser que je suis très bon en économie, et qu'il y a des étudiants qui veulent intégrer les grandes écoles qui ont besoin de conseils en économie. Donc je me suis retrouvé à devoir finalement coacher des gens pour rejoindre un système auquel je ne croyais pas du tout. Après c'est leur choix, je dirais. Et c'est pas pire qu'un industrie pharmaceutique. Donc j'ai gagné un peu de sous comme ça. Après je me suis dit, bah attends, en fait, je transforme ça en infoproduit. Donc au lieu de vendre des heures, je vends des vidéos. Ok, facile, ça fait des sous. Et après je me dis, bah est-ce qu'il n'y a pas une niche ou un segment de marché qui est plus intéressant que l'économie, d'un point de vue de taille du marché, capacité à pénétrer le marché, à générer un profit. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il y a une niche qui est incroyable, c'est la niche de deviens riche sans travailler, et de vendre des PDF autour de ça. Ou perd 50 kilos en 2 jours, ou enfin tout ce qui est un peu promesse radicale, euh, désir de, je dirais, de gratification instantanée, et finalement créer des e-books autour de ça, quoi, et les vendre à 37 balles, quoi. Et ce qui est Et important, c'est qu'au là, lieu de vendre un bouquin à Amazon où tu es en concurrence contre d'autres bouquins, et donc du coup ton e-book il est à 2,99 $, tu contrôles finalement le tunnel de vente, tu contrôles, je dirais, le texte de vente, le contexte de vente, et finalement bah, tu peux mettre le pricing que tu veux, donc tu peux vendre très bien un e-book 37 balles, 87 balles, il n'y a pas de souci. et Et à là tu fais les l'époque, maths, t'arrivais hein. à foutre de la vidéo avec? Parce que tu sais, avant, il y avait une Dans le douille pays. pour pas payer la TVA. Tu sais, en France, les e-books, il y a pas c'est 5,5% de TVA. Ouais, ouais. Et souvent, tu foutais les vidéos avec. Et à l'époque, tu te faisais pas redresser pour ça. Bah, en fait, si tu veux, la question du redressement, elle dépend aussi beaucoup de là où tu es géographiquement. Je ne vais pas donner de nom, parce que je suis pas là pour accuser des gens, c'est pas ma fonction, c'est pas l'énergie dans laquelle je veux être, mais la quasi-totalité des infopreneurs que vous voyez sur YouTube, qui vivent en dehors de France, n'ont jamais payé la TVA de leur vie. Moi, j'ai payé la TVA, mais j'en ai seul con à avoir fait, quoi. Et il n'y en a pas un qui se fait redresser, en fait. Parce que en fait, tu te fais redresser quand tu es en France. L'État est très puissant contre les gens qui sont pas mobiles. Si ta Et même en société Europe, est... par exemple, la Suisse, si tu payes pas, il y a pas de. Bah, ça, que la Suisse, t'es quand même dans un vrai pays, quoi. Mais je veux dire, je connais pas spécifiquement la Suisse, mais je dirais, en fait, ce que font la plupart de ces gens, c'est qu'ils vont vivre à Malte, à Dubaï, en Thaïlande, dans des endroits comme ça, Panama. La société, elle va être Delaware, Hong Kong, des trucs comme ça. En fait, l'État français peut pas faire. Je suis pas en train de dire aux gens, enfin, je suis pas en train de pousser les gens à frauder, Ouais, hein. ouais. Bien au contraire, hein, les gars, c'est pas intéressant de frauder. Autant être compliant, la vie est beaucoup plus simple, vous dormez beaucoup mieux quand vous savez que, voilà. Ok, vous avez contribué à un système auquel peut-être que vous croyez pas, qui était à bien des égards très malsain, mais bon, au moins, ce système, enfin, vous fera pas chier, quoi. Mais dans les faits, en fait, il y a personne qui se fait redresser, quoi. Les seuls mecs qui sont redressés, c'est ceux qui ont des actifs en France. C'est que forcément, ouais, tu vis, je sais pas, au hasard, en Thaïlande, tu fous ta société à Hong Kong, tu fais plein d'argent, tu fraudes le fisc, et après tu vas acheter des immeubles à Paris. Ah, Ouais. et bah là, en fait, ils peuvent t'emmerder. Ils ont un leverage, ils ont un levier contre toi. Mais encore une fois, ouais, c'est pas. Bon, mieux vaut payer, quoi. Après, tout ce qui est un peu à tambouille, est-ce que tu mets un peu d'e-book, un peu de vidéo, tu fais un mix des deux, etc. Je dirais, dans les faits, encore une fois, quand tu es à l'étranger, personne ne te contrôle. Bon, donc après, En moi France, je je connais connais des gens personne. qui se sont fait redresser pour ça. C'est possible. Après, tu sais, se faire redresser, ça dépend vraiment aussi de la qualité de tes avocats, quoi. Et dans quelle mesure tu peux vraiment bâtir une défense, pourrir la vie des mecs, contre-argumenter indéfiniment. Le droit, c'est une question de rapport de force. C'est vraiment une question de rapport de force. Il n'y a pas de c'est la loi. Non, il y a le rapport de force. Donc en fait, si tu es en France, ton rapport de force, il doit se faire à travers ta structuration, à travers enfin, tes équipes juridiques. Bon, la question, c'est est-ce que vraiment c'est intéressant de rester en France, quoi. Peut-être, peut-être pas. Ok, ok. Après ça, du coup, comment t'as vu évoluer le marché, le lead? Tu sais, tu torchais du lead, t'achetais ça à des régies publicitaires. C'était Ouais, quoi bah le nous, en lead? gros, C'était on allait un, deux acheter du balles? lead. Moi, je regardais pas le prix du lead, hein. Je regardais combien je dépensais en publicité le matin et combien j'avais gagné le soir. Après pub, frais de processeur et taxes, quoi. Donc, j'ai jamais checké le prix du lead, je m'en foutais un peu.
Et t'as Par vu ta contre, marge se c'était une réduire époque avec où, le temps? bah, ce qui est sûr, c'est que le lead est devenu plus cher, oui, ça c'est sûr. Le lead est devenu plus cher. Les gens aujourd'hui sont moins réceptifs. Parce qu'en fait, à l'époque, moi j'étais un des premiers en France à faire du vrai copywriting. Donc, tu sais, des vrais textes de vente longs, des vidéos de vente longues avec toute une argumentation, des preuves, les trois secrets, les machins, le mécanisme unique, la big idea, etc. Il y avait quasiment personne qui le faisait en France. Et donc l'opportunité était énorme parce qu'en fait on arrivait sur un marché qui n'avait jamais vu de copywriting. Donc ils se disaient, ah bah attends, ça ressemble à un documentaire, ça ressemble à un article, donc je vais le lire, etc. Aujourd'hui tout le monde a vu ça trop de fois, tout le monde a vu les funnels, les one-click upsell, les bumps, les machins. Tout le monde en a ras-le-bol, tout le monde sait comment ça marche. Donc ça fonctionne moins bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un marché, c'est là maintenant en 2023, on est sur un marché, en tout cas en B2C, on est sur un marché où les gens ont tout vu, tout entendu, ce qui n'était pas le cas avant, où rien n'a fonctionné pour eux, grosso modo. Ils sont beaucoup moins enclins à payer. Ils ont moins d'argent qu'avant. Parce que là, les gens se font massacrer par l'inflation. Alors officiellement, il y a 3% d'inflation. Bon, pour de vrai, tu dois en avoir entre 10 et 15% au bas mot. Au bas mot, vraiment. Euh, donc, les gens ont moins d'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens vont se tourner plus vers la qualité de la relation. C'est quelle est la relation entre le site, la marque, l'entrepreneur, le gourou. Gourou étant un mot neutre dans ma bouche, c'est pas négatif. Et quelle est l'intensité de la relation qu'on peut établir avec une audience, avec une clientèle, avec une communauté. Donc au lieu de chercher de faire de la vente rapide, en mode je dépense en ads, j'envoie sur un truc, je milk le mec, et après par email, je balance 15 emails par jour pour lui vendre n'importe quoi en affiliation. C'était très bien, hein, ça a fonctionné très bien pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est plutôt, bah en fait, je vais acheter du lead ou créer du contenu pour attirer du lead. Je vais créer une relation de bâtard avec cette personne parce que la relation de bâtard que je vais avoir avec ces gens-là fait qu'ils achèteront toujours. Tu vois, moi, auprès des FDPH, le H c'est pour honnête, euh, bah en fait, si demain j'ai plus rien, bah, je peux recréer quelque chose, un programme, un logiciel, un projet, on s'en fout, peu importe, et je peux lever entre 200 000 et 1 million en 72 heures. Parce que voilà, il y a une qualité de la relation qui s'est bâtie au fil des années. Donc je pense que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de créer une relation. Et ce qui est pas mal aussi avec la relation, c'est dans un monde qui est en changement permanent, dans un monde qui est en bouleversement, dans un monde où c'est le bordel à tous les niveaux, politiquement c'est le bordel, géopolitiquement c'est le bordel, économiquement c'est le bordel, financièrement c'est le bordel, monétairement c'est le bordel, boursièrement c'est le bordel. Bon, c'est un monde où c'est le bordel partout. En termes de sécurité, c'est le bordel aussi. Bon. Dans un monde où c'est le bordel partout, avoir cette zone finalement, ou cet espace de ok, là je suis bien, là je suis en confiance, là je suis avec des gens qui ont la même croyance que moi, là je suis entre les mains de quelqu'un dont j'ai confiance. Et ben en fait c'est très important, et c'est très puissant. Donc la qualité de la relation, la sérénité de la relation dans un monde qui a un brouhaha et un bordel généralisé, bah, je pense qu'une des belles opportunités business de notre époque, elle est là. Ouais, Plus que se poser la question de faire lead. rentabiliser le lead sur le long terme du coup. Et je voulais qu'on en parle. Le lead, aujourd'hui, Mhm. la publicité, ça monte. La concu sur les réseaux, pareil, ça monte. Comment Ouais, tu arrives à maintenir un minimum de leads chaque mois? en fait, je regarde pas les leads, moi. Tu sais, Ah ouais? je sais que le coût par lead, la quantité de leads et tout que t'as, c'est une donnée importante. Si tu me demandais aujourd'hui combien j'ai de leads dans ma base mail, je sais pas. Je m'en fous un peu. Ah ouais? Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est comment je peux améliorer la qualité de la relation. Comment je peux améliorer la qualité des produits. Comment je peux apporter plus de résultats à mes clients. Le tout avec une contrainte énorme qui est que j'ai énormément de boulot à côté de ça. C'est qu'en fait, enseigner, c'est plus un hobby aujourd'hui que mon activité professionnelle principale, quoi. Donc, euh, donc je suis très pris. Et donc la question, c'est avec le peu de temps que j'ai, comment je fais pour maximiser ça. Et si ça, c'est maximisé, le reste, ça tourne. Pas en mode Ok. beaucoup de l'attraction, c'est magique, hein, mais au sens où le reste, ça tourne. Et si parce qu'à bout d'un moment, si ta croissance elle est trop faible, ton niveau de lead il baisse, t'as pas peur qu'au bout d'un moment ça se resserre et que ça devienne un peu tendu? Putain, mais t'es obsédé par les leads, toi, en fait, hein. Ouais. Ah, pour moi, un business en ligne, infoproduit, etc. Mhm, Bon, évidemment, faut savoir le monétiser, mais moi actuellement, là, je fais à peu près 2500 leads moi en organique. mhm. Et clairement, enfin, j'ai commencé il y a un an, donc mon business, il n'est pas encore arrivé à maturité, donc je monétise pas le lead. Bon, le lead, je le monétise à 6-7 balles, et je pense que Ok. dans un an, je le monétiserai à 20 balles, ou peut-être Ok. 2 ans. Et franchement, si je suis à 200 leads au lieu de 2000, moi, pour moi, je divise par 10, quoi.
Ouais, je vois la logique. Hum, générosité. Enfin, vraiment, enfin, c'est bien de savoir un peu les leads qui rentrent et de traquer un peu le truc, hein. Hum, en fait, si tu veux, voilà, tu te dis, ok, le lead, il est de plus en plus cher. Et il y a de plus en plus de contenu. Bon, ok. Quelle est ta stratégie? Est-ce que c'est du contenu? Est-ce que c'est de la publicité? Bon, ok. Tu choisis. Après, tu dis, bah, ok, maintenant que je sais que c'est ça, comment j'améliore le truc? Comment je rentabilise le truc? Et tu vas chercher des idées, tu testes des idées, tu itères, t'avances, quoi. En fait, tu vois, Ouais. c'est assez simple, quoi. Ok. Par exemple, je ne sais pas combien j'ai de followers sur YouTube. Bah, je sais que j'en ai genre, je sais pas, 15, 20 000, un truc comme ça. Pareil sur. Mais je suis pas en mode, ah putain, trop bien, on est passé à 18 500. Je m'en fous. Ouais, pour le coup, les abonnés, ouais, ça, on s'en branle. Il y a vraiment des mecs qui ont du lead bien quali, 5000 abonnés, qui prennent un bon 20K par mois. Et t'as des mecs à 1 million d'abonnés qui font 20K aussi, quoi. Ouais, ouais. Ensuite, t'as créé un petit outil sympa, Mhm. Tugan AI, là, qui répond aux problèmes de déclinaison du contenu. Je te fais une petite promo. En gros, si vous voulez une idée, quand vous arrivez sur les plateformes, vous avez énormément de choix. C'est pas facile de choisir. Et si vous créez du contenu unique sur toutes les plateformes, le risque c'est que vous soyez bon nulle part et du coup vous avez aucune communauté. Le problème c'est que si vous le faites manuellement, vous faites la déclinaison, vous postez un contenu, vous appliquez sur une plateforme et que vous le faites manuellement, très vite vous vous rendez compte que vous avez des problèmes de reformatage. Problème aussi d'adaptation au code de la plateforme, hein. On parle pas de la même façon qu'on écrit par exemple. Donc je vous donne un exemple concret, vous faites une vidéo YouTube, vous avez passé du temps, 3-4 heures dessus, vous avez des bons passages, c'est quand même dommage de ne pas les réutiliser pour balancer des tweets par exemple. Si vous devez le faire manuellement, vous devez ouvrir votre vidéo, choisir les passages stylés, retranscrire les passages stylés, ajouter une accroche parce que comme par hasard, il n'y aura jamais en plein milieu d'une vidéo YouTube la bonne accroche pour un tweet sur Twitter, sachant qu'on le sait, s'il n'y a pas une bonne accroche, c'est cuit. Voilà, faire retranscription, il faut l'adapter au langage écrit, etc. Donc tout ça, au final, ça partit d'une bonne idée. On se dit, ouais, j'ai déjà fait le contenu, je peux le balancer rapidement. Et tu termines vite à prendre 20 minutes pour faire un tweet, donc c'est pas bénef. Vous avez du coup Tugan AI, petit outil sympa. L'idée, c'est à partir de vous claquer le lien d'une vidéo. Vous pouvez claquer aussi le texte brut. Vous pouvez faire ça sur plusieurs formats. Moi, j'ai utilisé la newsletter. Enfin, en gros, j'ai copié-collé mes newsletters en texte brut. J'en ai envoyé des tweets. Et honnêtement, bon gain de temps. Si j'avais dû le faire manuellement, c'est quand même vachement long. Donc, ouais, très bon outil. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Ouais, en fait, merci hein, pour la description de l'outil. C'est flatteur et généreux de ta part. Hum, L'idée, c'est qu'on a des inputs et des outputs. L'input est ce qui rentre, l'output est ce qui sort. Et au milieu, il y a tout gagné. Donc, le contexte, c'est qu'on est dans une guerre de l'attention. En fait, il faut capter de l'attention, il faut être très présent, il faut produire, notamment sur tout ce qui est organique, pour pouvoir exister. Donc, tout le monde produit, tout le monde veut capter de l'attention, donc il y a une guerre de l'attention. Très bien. Et dans cette guerre, il faut des outils pour être plus rapide, plus efficace, plus précis, plus pertinent que les autres. Et donc, un des outils pour faire ça, c'est Tugan.ai. Donc, tu as des inputs et des outputs. Les inputs, tu peux dire, OK, je vais mettre une vidéo, je vais mettre un lien vers un article ou peu importe. Que ce soit le vôtre ou pas d'ailleurs, on s'en fout. Ou je vais mettre des mots-clés ou des idées. Très bien. Après, il y a les outputs. Les outputs, c'est je veux que tu me fasses un thread pour Twitter. Je veux que tu me fasses un post sur LinkedIn. Je veux que tu m'écrives une newsletter. De dire, je vais prendre la vidéo d'un Américain que j'aime bien et je veux que tu me fasses une super newsletter en français. Je mets dans la machine, ça fait tout le travail, etc. Après, une fois qu'il y a l'output, tu peux cliquer sur des boutons pour changer. Tu dis, vas-y, change un peu le ton, rallonge, raccourcis. Donc, tu peux cliquer sur quelques petits trucs. Ça retravaille l'élément et ça te sert ton produit tout beau tout propre que tu peux aller diffuser sur les réseaux. Et dans un monde où il faut, je dirais, surenchérir, surproduire et être extrêmement régulier, donc il faut produire, poster tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah ma foi, c'est un outil qui est très pratique. Si je peux vous donner un petit conseil, à un moment, tu Mhm. as une option, tu claques ton texte brut, ou tu peux claquer le lien, et tu peux choisir entre un conseil que tu développes ou 10 hacks, 10 astuces. Moi, j'en génère 10 et je garde les 5 meilleurs et je fais un tweet. Cette astuce que je donne, c'est pas mal du tout. Et je crois qu'ils ont 7 jours, non, pour tester gratuitement. Je crois que c'est 7 jours. Ouais. Ouais. Je mettrai un petit lien en description, en tout cas, s'il y a des curieux. Ouais. Ouais, alors, je voulais qu'on parle aussi de ton positionnement très tranché. Je pense que ça t'a pas mal servi, justement, dans un monde où il y a guerre de l'attention, comme tu dis. Il y a, il y a le fameux effet oh putain, encore un, comme tu dis, on t'en parle sur les pages de vente, mais c'est aussi vrai sur les réseaux. Il y a tellement de contenu que pour moi, il y a un petit peu deux écoles. Il y a soit, moi je suis vraiment un oh putain, encore un et c'est assumé, mais ça me permet Mhm. d'avoir une latitude créative qui me permet de bombarder les contenus.
Tu vois, par exemple, quand j'envoie des vidéos 5 sites et outils, c'est pas ce qui génère du lead le plus quali, c'est pas ce qui qui crée le plus d'autorité. Mais cette année, Mhm. j'ai fait 30 millions de vues grâce à ça. Du coup, je fais tellement du mass market que même si je suis pas ultra quali, je m'y retrouve, tu vois. Et face à ça, l'autre école, c'est un peu la tienne, c'est positionnement tranché. Je pense que c'est une audience beaucoup plus qualifiée que la mienne. Et l'idée, je pense, c'est que quelqu'un qui te découvre, il peut pas être indifférent à ta personne. D'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait au début là sur HEC, je pense que mine de rien, ça te sert un peu parce que tu vois, quand moi je t'ai découvert sur à l'époque, tu faisais des lives là sur ta chaîne YouTube, sur le Mhm. statut social et tout. Et t'avais une vidéo où t'expliquais un peu ton truc, ton passage à HEC, etc. Moi, je me suis dit, c'est qui ce mec qui arrive à HEC, qu'au bout de 3 mois se barre pour vendre des PDF, quoi. Forcément, ça intrigue et ce petit genre de trigger, moi, je pense que ça, depuis ce jour-là, je crois que j'ai quasiment regardé tous tes contenus, alors qu'honnêtement, je suis pas grand monde et je suis persuadé que c'est lié à ce genre de choses, la personnalité tranchée, etc. En plus, t'as pas mal politisé ton contenu, donc forcément, les gens, tu les touches aux tripes. Et quand t'engages l'aspect politique, les convictions profondes des gens, forcément, ça crée un shift mental qui fait que les gens vont te suivre beaucoup plus ardument. Et dans un monde où il y a une guerre de l'attention, je pense que c'est pertinent. Alors moi, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que ça a été réfléchi? Parce qu'on sent bien que c'est ta personnalité réelle, mais est-ce que quand même tu t'es dit, parce qu'il y a quand même un coût à avoir une personnalité tranchée, tu vois. Il y a quand même un coup de se prendre un retour de bâton. Tu vois, on prend Andrew Tate, je dis pas le vrai nom parce que il va me faire sauter. Il a pris cher. Son positionnement a grandement contribué, je pense, à le faire exploser. Mais derrière, il a fait un petit tour au placard, quoi. Alors, je pense que TATE, c'est pas forcément la bonne référence. Son tour au placard, là, on est plutôt sur des questions de géopolitique et de narrative. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même un récit qui est déployé en Occident par des intérêts, on va dire, économiques, politiques et des gens qui ont une certaine vision du monde, qui à bien des égards, on peut être d'accord ou pas avec, hein, et qui contrôle la narrative. Et là, il y a un mec qui débarque et qui dit, bah non, en fait, tout ça, c'est que des conneries, qui dit que les élections sont truquées, que les vaccins sont des poisons, et qu'on est géré par des pédos. Donc en fait, le mec il débarque comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des gens en face qui vont essayer de le descendre. Donc lui c'est très particulier et finalement, c'est pas tellement qu'il est polarisant qu'il lui a créé des problèmes, c'est qu'il a parlé de sujets dont c'est interdit de parler. Après, je dis pas que ces sujets sont vrais, pas vrais, je me positionne pas là-dessus, encore moins sur la chaîne de YouTube de quelqu'un d'autre. Euh, donc après sur la question finalement de ok tu crées enfin créer une audience, la polarisation, etc. C'est vrai que moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une audience intelligente. Elle est assez éclatée, on va dire socio-démographiquement, socio-professionnellement, mais j'ai une audience de gens qui ont le cerveau qui est branché, qui comprennent, qui pigent, qui vont vite, qui passent à l'action, qui font des choses. D'ailleurs, Tugan.i, c'est un outil que j'ai créé avec deux de mes étudiants. Bah, qu'aujourd'hui sont des potes, hein, c'est plus des étudiants, c'est des potes, quoi. Site.xyz, Frogtech et plein d'autres projets, Web 2, Web 3, j'ai aussi créé avec mes étudiants. Euh, donc c'est vrai qu'il y a cette chose effectivement, qui s'est créée et ça a quand même pris pas mal d'années, hein, donc il n'y a pas forcément de hack là-dessus. La question c'est, enfin, ce qui est un peu ce qui ressort de ta question, c'est dans quelle mesure tu vois, c'est quelque chose qui est voulu, calculé et tout. En Est-ce fait, que c'est t'as pas une maximisé stratégie. ta personne, quoi? C'est pas une stratégie. Enfin, c'est pas en mode tiens, vas-y, je vais prendre des sujets qui vont braquer les mecs. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui est vrai en fait. J'ai jamais essayé de savoir qu'est-ce qui est vrai. Euh, Tu vois, qu'est-ce qu'on nous cache depuis la nuit des temps, quoi. Je crois ça, c'est le titre d'un bouquin de René Girard, c'est Des choses cachées depuis l'origine du monde. Bah, ce que moi je trouve amusant, c'est de savoir quelles sont ces choses cachées depuis l'origine du monde. Euh, et quand on va du côté du consensus, on est souvent dans l'erreur. C'est qu'en fait, les gens croient que la méthode démocratique, donc il y a donc il y a la majorité de gens qui croient quelque chose, alors cette croyance est une vérité, ou une réalité. C'est un fait. En fait, pas forcément. Je dirais la démocratie, ça sert pas à faire de la recherche scientifique. La démocratie, ça sert à choisir qui est le clampin qui va faire semblant de prendre des décisions en notre nom. Euh, et donc, du coup, je suis souvent en rupture par rapport au consensus. Et c'est vrai que les gens vivent la rupture par rapport au consensus comme de la provocation, comme une stratégie d'attention. Euh, mais en fait, c'est juste que le consensus, il est full of shit, quoi. Et que les gens qui suivent le consensus sont des gens dangereux. Dangereux. Les PNJ c'est dangereux. C'est les PNJ qui font des dingueries. Genre quand tu vois les grandes catastrophes de l'histoire de l'humanité, sans faire un point Godwin non plus trop facilement, voilà,
euh, les grandes catastrophes de l'humanité, enfin de l'histoire de l'humanité, c'est souvent les PNJ qui collectivement disent ah bah attends, ceci est la vérité, je vais suivre ça comme un con, et on comparle le truc, et ça finit en général très mal. Des guerres, des meurtres, etc., des violences, des discriminations, tout le reste, quoi, le package, quoi. Les heures les plus sombres. Et, euh, et donc, tu vois, moi, existentiellement, je vois les PNJ comme des gens dangereux. Tu sais, il y a cette scène dans Matrice où ils traversent la rue avec Morpheus. Il y Ouais, a tout le monde qui marche dans l'autre sens. Et il lui explique qu'en fait, toute personne qui est encore dans la matrice est potentiellement un agent, en fait. Et donc, est potentiellement un élément qui peut les tuer, qui peut les mettre à mort. Et qui fera n'importe quoi, quelque part, pour maintenir en vie cette matrice ou cette réalité. Sachant que la matrice, c'est quoi? C'est un système de représentation du monde hermétique et fermé. C'est ça, c'est juste un système de croyance dans lequel les gens sont enfermés. Et quand tu grattes un peu, les gens deviennent très violents très rapidement. Et donc, moi, je pense qu'il y a un réel danger là-dedans. Je pense que dans l'intérêt de l'humanité, il faut avoir des discussions, il faut creuser, on peut se tromper, c'est ok. Et moi, ce que je recherche, c'est plutôt ça, quoi. C'est pas genre, ouais, vas-y, j'ai une stratégie de contenu, je vais aller faire chier quelqu'un. Ça, c'est quand je fais un cours sur le statut social, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre c'est quoi le statut social. C'est pas genre, tiens, est-ce que je peux braquer quelqu'un, qu'est-ce que je peux me... Quand je fais un cours sur, je sais pas, la géopolitique ou des enjeux plus business, bah, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui reste vrai indépendamment des circonstances. Tu vois, quand tu cherches à comprendre les choses, tu as un peu trois étapes. La première étape, c'est, on va dire, l'étape de l'ado. L'ado, et c'est pas ado d'un point de vue, je dirais, d'âge. C'est plus un thème de cognition, quoi. L'ado, il est soit pour, soit contre. Tu vois, typiquement, l'ado, politiquement, il est soit contre ce que croient ses parents, soit pour absolument ce que croient ses parents. ouais, Après, tu vois, le temps de l'étudiant. L'étudiant, c'est le mec qui va comprendre que la vie est nuancée, que les chiffres peuvent vouloir dire différentes choses, qu'on peut manipuler les chiffres, qu'on peut produire une chose et son contraire, preuve, antithèse, synthèse, etc. Et ça, c'est le grand temps de la nuance. Ça, c'est le temps où tu te crois intelligent, mais en fait, t'es quand même con. Parce qu'ado, t'es con. Là, tu te crois intelligent, mais en fait, t'es toujours con. Et ça, c'est les mecs qui sont là, voilà, tu comprends, machin, voilà. Ils vont pinailler. Je te donne un exemple après. Et après, t'as le troisième temps. Le troisième temps, ça va être... le temps des principes premiers. En anglais, c'est first principle. Le first principle, c'est qu'est-ce qui reste vrai, indépendamment des circonstances, des opinions, du brouhaha, des consensus bidons, etc. Qu'est-ce qui reste factuellement, scientifiquement vrai. Euh, et là, tu prends par exemple, tu prends le conflit, enfin, tu prends le Moyen-Orient. Ok. Donc le niveau de l'adolescence, c'est t'es pour Israël ou contre Israël, ou pour Palestine ou contre Palestine. T'es juste pour ou contre, t'en as rien à foutre. Le camp d'en face, c'est des gros cons, ils ont pas le droit d'exister, il faut les buter. Ok, ça c'est le niveau de la bêtise. Euh, Après, tu as le niveau de la nuance. C'est, oui, mais tu te rends compte quand même, il y a eu quand même un petit déréglage, machin schnock, et puis ils ont quand même pris un petit village, et puis on voit bien que dans la seconde circonscription de Tel Aviv, il y a bien un député qui a dit que, hein, tu vois, et là ça part en mode, on prend une petite boîte en bois, puis on l'ouvre, on commence à visser la clarinette, et tout le monde joue de la clarinette pendant 5 ans, etc. Et, voilà. Et ça se sent très intelligent. Et après, tu as les principes premiers. Qu'est-ce qui reste vrai? Bah, ce qui reste vrai, c'est que ça fait 4000 ans que tout le monde se fout sur la gueule là-bas. Voilà. Fin de l'histoire. Tu prends l'Ancien Testament, tout le monde se fout sur la gueule là-bas. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Bah, qu'en fait, tout le monde se fout sur la gueule indéfiniment là-bas et que probablement ils vont continuer à se foutre sur la gueule pour belle lurette. Et donc, en fait, passe à autre chose. Prends soin de ta famille, prends soin de toi, fais le bien autour de toi, crée du cash flow, crée des business utiles. Juste fais autre chose, quoi, que de te plaindre ou te foutre sur la gueule ou faire des marches complètement connes pour ou contre des machins individuels. Tu vois? Et ce qui est intéressant, c'est, tu vois, comment t'es arrivé finalement au principe premier ou au truc un peu intéressant qui reste vrai. Et c'est vrai que la démarche pour arriver là, bah, tu entends, elle va en particulier heurter les PNJ qui sont vraiment fermés dans une vision hermétique du monde où on leur dit fais ça, bah, ça, alors mets le hashtag et mets le petit drapeau de tel pays sur ton profil Facebook, fais truc muche, va manifester dans la rue, fais une marche, tape avec des casseroles à la fenêtre, et eux ils font ça religieusement, et quand tu arrives et tu dis bah en fait this is full of shit quoi, ça tient pas la route. Et non seulement c'est con, mais en plus c'est criminel et dangereux. Bah là, ils se braquent, ils se mettent à hurler, à t'engueuler, à t'insulter, etc. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois. Donc c'est pas forcément, c'est pas une stratégie de contenu. C'est plus, tu vois, une démarche intellectuelle où j'aime bien savoir. En ce moment, je lis ce truc-là. Enfin, The Anthology of Balaji. Je recommande. C'est génial. C'est le mec qui était le CTO de Coinbase. Et le mec, juste, il va au principe premier. Pareil, Naval Ravikant. Ravikant, Ravikant, enfin, Naval Ravikant. Très intéressant. Des mecs qui raisonnent vraiment au principe premier. Voilà. Je recommande des trucs comme ça, quoi. C'est plus intéressant que le dernier growth hack à la con sur TikTok.
Même si le gros sac à la con, autant il est quand même utile pour les gratter des ventes. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu t'associes avec tes élèves sur la plupart des outils que tu as créés. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu as ton programme phare, un petit peu en tout cas sur la partie visible de tes activités, c'est les RX? Mhm. RX, c'est un format en abonnement. On sait quand même que l'abonnement, c'est plus facile à vendre, plus difficile à vendre que le one-shot. Ouais. Est-ce que le fait de proposer un abonnement, c'est dans la volonté justement d'avoir des clients qui restent longtemps pour les repérer des talents et s'associer avec? Ou alors est-ce que c'est dans une logique 4L de simplification du business? D'ailleurs, tu peux nous rappeler ce que c'est 4L peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, 4L, c'est low cost, low tech, low human, low complexity. C'est simple. Enfin, seuls les trucs simples peuvent scaler. Euh, les RX, je l'ai mis en abonnement. Ce qui est amusant, c'est que quand je l'ai lancé, c'était en 2019, je crois. Ça remonte, hein, ça remonte. Et c'était 9 balles par mois. Aujourd'hui, c'est Ah ouais. 40. Mais les mecs qui étaient à 9 balles, ils sont toujours à 9 balles en fait. Ah C'est oui, ils assez sont amusant. ok, ouais. Ah ouais, non, 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 c'est le prix, il change pas pour eux, quoi. Après, s'ils se désabonnent et qu'ils reviennent un an plus tard, bah, Ouais. je peux rien faire pour eux, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse à travers ce produit, c'est je suis payé pour sourcer du talent. C'est ça, en fait, un peu l'histoire, quoi. C'est une des ressources rares dans ce monde, c'est l'accès du talent. C'est très compliqué d'avoir accès du talent. Et moi, j'ai accès à des gens, on va dire, intelligents, souvent très jeunes et souvent très déter. Et c'est très compliqué d'avoir accès à ça. Donc les RX, c'est un véhicule et qui permet d'avoir accès et de filtrer du talent. Après, il se trouve qu'il y a une barrière tarifaire qui permet de filtrer les touristes, ce qui est pratique. Cette barrière tarifaire, elle est raisonnable. C'est bon, 49 Ouais, par les mois. passes, ouais. Voilà. Euh, et après, le format d'abonnement, moi j'aime bien les business en abonnement parce que ça donne de la lisibilité. Tu vois, tu as, je sais pas, 1000, 2000 mecs à 49. Bon, ok, t'enlèves la TVA, les conneries, machin, etc. Mais bon, ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Si tu devais générer le même rendement en immobilier, putain, il faut en acheter des immeubles, hein. Donc ce qui est génial avec le modèle de l'abonnement, c'est comme une rente mais digitale, tu vois, c'est qu'en fait tu veux avoir, je sais pas, 1000, 2000 par mois, bah, si tu veux faire de la rente, bah, quand je dis de la rente, un rente c'est un revenu qui est, on va dire, semi-passif et qui a une régularité dans le temps. Bah, tous les mois, tous Récurrent, les ouais. ans, ouais, c'est cette notion de récurrence, quoi. Euh, Bah, en fait, tout le monde te parle, surtout en France, de, je sais pas, de rentier immobilier, machin. Est-ce que tu dois immobiliser comme capital? Est-ce que tu dois prendre comme risque financier énorme? Par contre, tu as un truc qui te passionne, qui t'intéresse, que tu veux enseigner, tu crées un club, un format, peu importe, etc. Nous, aujourd'hui, on a créé Bonsai.lol, qui est une techno justement pour faire ça. Le point LOL, parce qu'on est là pour se faire plaisir aussi. Euh, bah, en fait, tu peux gagner l'équivalent d'un patrimoine immobilier en plusieurs millions juste en rentrée d'argent, quoi. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu vois, le patrimoine immobilier peut s'apprécier, machin. Ouais, enfin, quand tu auras deux punks à chiens qui sont installés chez toi et qu'un juge féministe dira que tu n'as pas le droit de les virer, on en reparlera de ton patrimoine qui s'apprécie. Ça, c'est un des désavantages de l'immobilier, quoi. Quand l'État deviendra complètement taré et voudra te saisir tes biens, bah, il pourra. S'il veut saisir ton audience et ta liste email et ton canal Telegram, ok, il peut faire sauter ton compte Stripe, c'est pas grave, t'en fais un autre. Bon, ok, tu vois. Donc, pareil, dans un monde où les États sont quand même très souvent des puissances de prédation, où c'est très instable, où il faut être prêt à bouger géographiquement. C'est qu'à notre époque, il faut être prêt à bouger très rapidement. Ça part en couille, ok, moi je me fais pas reconfiner, enfin ça n'existe pas, enfin tu vois, c'est c'est moi. Je me fais pas, voilà, c'est juste, je suis pas en guerre contre l'État français ni l'Union européenne, hein. C'est cool, ils font ce qu'ils veulent, les gens votent pour ça, les gens semblent être heureux et ok avec ça. Mais moi ça m'intéresse pas de participer à ça. Ou à un certain nombre de choses avec lesquelles je suis pas. Bah du coup il faut pouvoir se déplacer. T'as de l'immobilier, c'est compliqué. T'as de la, on va dire, du cash flow digital, c'est intéressant. Donc, ce qui est intéressant dans le modèle de l'abonnement, c'est que tu peux organiser ta vie. Tu sais que tu vois, mois après mois, c'est un revenu qui va arriver. C'est de l'argent de poche, c'est agréable. Euh, Tu peux créer un format où tu t'inscris dans la durée avec les gens. Peut-être quand quelqu'un achète une formation, il achète une formation, puis après, bon bah voilà, il a fini, il la réouvre pas, et puis et la relation se termine un peu comme ça, si tu veux. Alors que là, tu peux faire des lives, tu peux uploader des nouveaux contenus, tu peux faire des choses. Alors, je suis pas ultra régulier. J'ai un peu des phases où je crée beaucoup, après des phases où je fous un peu la paix aux gens. Mais tu vois, tu peux, voilà, déployer de la pédagogie dans le temps, déployer de la relation, filtrer, sourcer du talent et avoir je dirais, du cash flow prévisible. En plus, moi, Voilà. j'aime bien dire que tous les euros ne se valent pas. Par Mhm. exemple, tu gagnes 1 euro à Paris dans ton CDI à 6000 balles, t'es quand même contraint de rester à Paris, t'as pas de mobilité. Donc quand tu gagnes 1 euro et qu'il est pas lié à ton lieu de travail,
Bah, à Budapest, quoi, avec 1 euro, ça en vaut 3 à Paris, quoi. Donc, en termes de Oui, pouvoir oui, après d'achat. tu touches évidemment à toutes les notions finalement, voilà, digital nomade, liberté géographique, liberté de temps, liberté Et financière même, évidemment. Oui. et même effet cumulé, parce que la rente digitale, tu peux la toucher à 20 ans. Et mine de rien, quand tu la touches à 20 au lieu de 30, tu as 10 ans d'effet cumulé en plus. Et puis, bah, tu sais, Mhm. c'est les dernières qui arrivent en plus. Si tu considères l'espérance de vie, je sais que Ouais. tu places 1000 euros à 7% de 20 à 80, tu fais x 54, je crois. Et si tu le places de 30 à 80, donc 10 ans plus tard, tu fais x 20, un truc comme ça, quoi. Donc tu perds Ouais. tellement d'effets cumulés à commencer tard. Bah, de toute manière, je pense que enfin, ton audience, c'est des gens qui veulent créer des business. Oui, il faut commencer le plus rapidement possible. Oui, de toute manière. Les deux meilleurs moments, c'était il y a 5 ans et aujourd'hui, quoi. Ouais, il y a 5 Il y ans, a 5 ans, c'était. c'est raté. Et aujourd'hui, bah, c'est maintenant, quoi. Ouais. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, tu sais, quand tu dis qu'en immobilier, pour faire 50 000 de rente, moi j'ai envie de penser qu'à court terme, le rendement du travail surperforme très largement le rendement du capital. Mais une fois que tu as empilé 30 millions, parce que le rendement du capital, si on est prudent, on va dire que tu fais Évidemment, 5% par évidemment. an. Alors, si tu veux, c'est pas du rendement du travail, c'est du rendement de la technologie, c'est du rendement du cerveau, c'est du rendement du capital humain. Ouais, c'est ce que C'est j'appelle rendement du travail. pas, oui et non, c'est que t'es pas payé. En fait, le rendement du travail, c'est quand tu es sur une logique de travail horaire, tu vois, où tu as un salaire, un truc comme ça. Ah oui, ouais, au Euh, sens Comme économique, là, en ouais. fait, comme tu crées des choses qui sont scalable, euh, c'est pas vraiment un rendement. Donc, c'était plus sur un rendement technologique, un rendement. Enfin, c'est que la dualité capital-travail, en fait, l'existence de business un peu digitaux comme on a, et qui sont finalement des business à très faible capital financier, à très fort cash flow, et finalement à travail, on va dire variable. Dans certains cas, il faut beaucoup bosser, dans certains cas, il faut peu bosser, dans certains cas, il faut beaucoup bosser au début, puis après, c'est juste de la maintenance. Euh, c'est un peu, enfin, ça rentre pas vraiment dans une dichotomie capital-travail, parce qu'on est sur le volet de la technologie, le volet du capital humain. C'est des formes de capitaux aussi, hein. Après, oui, j'entends bien qu'une personne qui a 1 milliard, elle va pas se faire chier à vendre un abonnement à 49 par mois. C'est relativement cohérent, oui. Euh, mais oui, oui. Ah, mais ce que je voulais dire plutôt, c'est que si tu prends vraiment un horizon très long terme, genre du 40 Ouais, ans, ton ouais. capital, il va faire entre 5 et 10% par an sur Non, 40 ans. Le capital, non, non? non, non, non. Ça, c'est la bourse façon Instagram. C'est la bourse façon Instagram en mode ah, tu vois, t'es Warren Buffett, tu prends ton S&P 500 et puis tu compounds pendant 10 ans et puis machin. Bon, déjà, les mecs ils te proposent d'économiser pendant 70 ans pour avoir le SMIC. Donc, déjà, je vais te dire, c'est pas fou. Ouais, Et court puis, terme, deux, c'est sûr que. t'as un incident monétaire sur l'euro, ça vaut plus rien. Fini. Fini. Tu vois, je veux dire, un incident monétaire, dans l'histoire monétaire et financière, c'est la régularité. C'est pas l'exception. Les mecs, ils font ah oui, tu vois. Ouais, ouais, ils te prennent le siècle américain. Le siècle américain, c'est quoi? 1920-2020. Grosso modo. C'est vraiment le siècle américain. Tu vois, on a un transfert finalement du centre financier mondial qui était à Londres, qui va basculer finalement dans les années 20, mais vraiment parfaitement dans les années 20, à New York, donc c'était vraiment un transfert des capitaux, ok. La Seconde Guerre mondiale va achever, je dirais, cette dynamique, parce que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tu as 2 tiers du stock d'or mondial qui est aux États-Unis, littéralement, ok. Et donc toi, tu as un transfert finalement, voilà, du centre de gravité financier au monde vers les États-Unis. Ce qui touche finalement le siècle américain, ok, plan Marshall, ok, voilà, la guerre froide, ok, très bien. Tu gagnes la guerre froide en 91, tu rentres dans finalement du capitalisme américain sur stéroïdes avec de la monnaie imprimée, et tu dis, mais ouais, c'est incroyable, si tu prends du S&P 500, tu as la certitude de faire 10% par an parce que regarde. Ouais, mais le siècle américain, il bat un peu de l'aile. Et je dis pas que l'Amérique c'est terminé. Faut pas enterrer l'Amérique comme ça. De la même manière, il faut pas dire ah oui, il y a les briques. Les briques, ils vont remplacer l'Amérique demain. Ouais, ça prendra un peu de temps quand même. Mais le côté du ouais non c'est bon, tu places, c'est bon. Je dis pas qu'il faut pas investir, c'est très bien d'investir. Mais le côté ultra en mode l'investissement façon Instagram, où bah, tu prends 10% par an et donc du coup tu fais ton petit tableau et c'est bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Ouais, Et, 10%, ouais. et juste prendre le siècle américain et dire, bah regarde, c'est super, le tout en prenant ou pas en compte l'inflation. Souvent les mecs ils prennent ou pas en compte l'inflation. En prenant ou pas en compte là où tu vas vivre. Parce que pareil, le siècle américain, c'est un siècle où finalement les gens sont peu mobiles.
C'est très nouveau que toi, tu es français et tu vis à Budapest ou tu vis à Dubaï ou tu es américain, tu vis à Puerto Rico et ta société elle est à Hong Kong et ton capital il investit là et qu'après tu as du bitcoin là-bas et de l'immobilier à Cape Town. C'est nouveau si tu veux comme configuration. Donc tout ce qui est la gestion des devises, tout ce qui est la gestion, je dirais, des fluctuations géopolitiques, complexifie beaucoup le raisonnement. Ah, tu prends du 10% par an et c'est bon quoi. Donc oui, il y a du rendement, mais tu vois, si c'était aussi simple que ça se saurait un peu quoi. Ah, c'est sûr que Euh, 10% de 20 à 80, ça fait x 300. Après, moi, je comptais plutôt 5. Et après, c'est vrai que l'échantillon un siècle, on peut considérer que c'est une anomalie. Cela dit, 5%, Non, moi, non, c'est ça pas une me anomalie. paraît... Non, mais c'est pas une anomalie. Il y a eu, je dirais, le siècle de la Grande-Bretagne. Il y a eu le siècle de la Grande-Bretagne. Enfin, l'histoire financière est super intéressante. La Grande-Bretagne était un pays pionnier dans justement, le développement bancaire, etc., le développement de la propriété privée. Quelque chose de très intéressant, quoi. Donc, tu as des échantillons très intéressants. Mais, voilà. Enfin, juste, moi, je suis un peu fatigué avec enfin, en gros, la vision du monde Instagram. Vas-y, j'ai 30 secondes pour expliquer un truc, quoi. Mais, et d'ailleurs, même, c'est un peu le. J'ai eu cette discussion avec un pote là, qui était de passage chez moi, là, le week-end dernier. On me disait, celui, il est un peu plus âgé que moi, il a 36 ans. Et on me disait, putain, c'est quand même pratique, parce que les mecs qui ont 18 ans aujourd'hui, putain, ils ont quand même accès à toute l'information qui n'était pas accessible à notre époque, quoi. Et puis t'as Stripe, puis t'as Shopify, t'as machin, t'as la crypto, t'as tout ça, quoi. Et le mec, il disait, ouais, mais en fait, l'inconvénient, c'est que ces gens-là arrêtent très tôt leurs études, ils font du business très tôt, donc ils font du cash flow très tôt, mais conceptuellement, c'est le désert. En termes de compréhension économique et réelle, en termes de vraiment de réflexion un peu sérieuse, mais en fait, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas la structuration. Donc en fait, ce qui est génial, entre guillemets, de la génération plus jeune, quoi, des gens qui ont, je sais pas, entre 15 et 25 ans aujourd'hui, quoi, tu vois, donc je fais partie. Ouais. C'est qu'en gros, vous pouvez faire du cash flow ultra tôt. Ce qui est très inconvénient, enfin ce qui est très dommageable, c'est qu'en fait c'est une génération, je ne dis pas que c'est ton cas en particulier, hein, mais c'est une génération qui a zéro structure en termes de, tu vois, de capacité cognitive, quoi. Donc bon, puis, bon, chaque période a des éléments intéressants Tu penses que ça se rééquilibre comme ça, quoi? Bah en fait, ouais, ça s'observe vraiment, quoi. Moi j'ai beaucoup de gens que j'ai formés qui sont ultra jeunes et qui font vraiment du fric, quoi. Des gens qui sont millionnaires à 18, 19 ans, 20 ans, j'en ai pas mal en fait. Mais en fait, en dehors de faire du cash flow, ils sont cons. Tu vois. Mais c'est pas grave, si tu veux, ils sont jeunes, ils ont 10 piges devant eux, si tu veux, pour lire de la philo, faire de l'économie, comprendre des trucs, machin. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Mais en dehors du cash flow, ils sont cons. Mais c'est pas grave, peut-être que à cet âge-là, le plus important, c'est de sécuriser du cash flow, puis après, voilà, tu peux faire de la philo après, tu vois. Mais, Ah, moi, c'est la vision que j'ai, hein. Moi, actuellement, là, je sécurise le cash flow, ouais, et t'as je prends raison, quelques Moi, millions, j'ai et après, démarré. on verra pour... Ouais. Moi, j'ai démarré plus tard parce que, si tu veux, j'étais en mode prépa et tout, mais quelque part, je suis ultra content d'avoir fait une prépa. Je suis trop content d'avoir fait une prépa. Parce qu'en termes de structuration mentale, de rigueur mentale, de faire des maths vraiment comme un taré, de faire de la philo comme un taré, de l'économie comme un taré, être vraiment challengé par des gens vraiment bons, et être vraiment en mode compétition, concurrence sur ces notions-là, et pouvoir, pour vraiment pousser ton cerveau à se structurer. En fait, la prépa en France, je trouve, tout le monde critique, mais je trouve que c'est un des rares trucs bien dans le système éducatif. Il faut aussi dire des trucs bien de la France, de temps en temps. C'est que tu prends des gens et tu pousses le cerveau au maximum, et le cerveau, il est obligé de s'organiser pour suivre, quoi. Donc, du coup, en fait, tu formates du cerveau. Alors, l'inconvénient, c'est que de temps en temps, tu formates un peu trop et que le mec, il est un peu obtus. Mais le côté positif, c'est que tu entraînes le cerveau à créer des modèles, à appliquer des modèles, à les répéter et à avancer, quoi. Mais tu vois, moi, j'ai commencé un peu plus tard que toi. Mais en fait, ouais, ma vingtaine, je l'ai sacrifié complètement pour faire de la thune, ouais. Et je suis vraiment content. T'as commencé à quel âge? Parce que moi, j'ai fait quand même bac+3. Donc, je pense qu'on a Bah, commencé en moi, même temps, j'ai non? commencé à. Si, moi, j'ai commencé, je crois, à 20 ans, 21 ans, mais en fait, il n'y avait rien. Donc, en fait, le temps de découvrir un peu la vie, pour de vrai, j'ai vraiment démarré à 24 ans, quoi. Tu vois. Ok. Euh, je pense à la louche dans ces zones-là, quoi. Et tu vois, si j'ai pu commencer à 18 ans, bah putain, toi qui aimes le compound, ça fait une sacrée différence, quoi. Mais, donc, ouais. Mais oui, pour Après, les gens ouais, qui nous écoutent dans... qui sont dans la vingtaine, je pense qu'il faut, c'est la responsabilité je pense plutôt d'un point de vue masculin. D'un point de vue féminin, peut-être que c'est différent. Moi, je prends le point de vue masculin. Je m'identifie comme un homme, pour info. Euh, je sais qu'on peut choisir, mais voilà, je suis aussi traditionnel. Donc, je pense que la responsabilité d'un mec, c'est faire un maximum de thunes, un maximum de réseaux, acquérir un maximum de compétences, de capital. Et à 30 ans, mais peut se poser la question de trouver une compagne, fonder une famille, tout ça, quoi. Pour revenir sur ce que tu disais sur les bienfaits que tu as tirés de la prépa, c'est vrai que dans ton enseignement,
même dans tes lives, tu vois, quand tu abordes le statut social, tu as une approche sociologique du truc. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et on sent quand même qu'il y a le côté académique qui est toujours en toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tes Bah, schémas, c'est, même tes schémas explicatifs, on le sent, quoi. bah, j'ai été formaté comme ça. Tu vois, enfin, Sans les la mecs qui font prépa, ouais. l'armée sont formatés pour sur certains modèles, les gens qui ont fait de la prépa sont formatés sur certains modèles, quoi. Et quelque part, avoir un peu de formatting, ça peut aider, quoi. En fait, ce qui fait, on est tous conditionnés, de toute manière. On est tous conditionnés. L'humain, c'est juste du conditionnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va choisir comme conditionnement, en fait. Et se demander, c'est quel est le conditionnement qui est bénéfique. Tu vois, un mec qui va suivre un enseignement, il y a une forme de conditionnement. Il y a une forme peut-être de propagande, si même, on pourrait même se dire, tu vois. Euh, la question, c'est est-ce que c'est bénéfique à cette personne? Bon, la bonne nouvelle, c'est que s'il trouve que c'est pas bénéfique, il peut arrêter son abonnement et repartir, et c'est cool, tu vois. Il n'est pas obligé, quoi. Contrairement au gouvernement. Mais... Tout à l'heure, on disait qu'à 20 ans, la priorité c'était de faire du réseau, du cash flow. Tu as créé un outil qui peut nous aider pour ça, c'est Frogtech. Mhm. Idée, tu veux que j'en parle ou je te laisse le décrire? Ah, je peux le décrire rapidement, hein. Allez. Frogtech, c'est une leçon sur le timing. Alors, pour faire simple, Frogtech, c'est une technologie où tu peux créer tes landing pages, tes tunnels de vente, etc. Je pense que la plupart de ton audience, ils sont familiers avec ces termes-là. Il y a pas mal d'acteurs sur le marché qui se sont spécialisés là-dedans, notamment ClickFunnels, qui est une très belle boîte. Bon, c'est un peu hors de prix pour un truc qui est bugué tout le temps avec des mises à jour qui ont lieu à chaque fois que tu démarres une campagne. Ça, c'est un autre souci. Et Frogtech est donc un outil dans cet environnement concurrentiel. Le souci de Frogtech, c'est super, ça marche vachement bien, c'est ultra joli, tu peux brancher n'importe quoi dessus, la vie est belle. Le souci, c'est que c'est un outil qui est arrivé à la fin de l'ère des funnels. Tu vois, il y a eu l'ère 2013, allez, 2023, on va dire, pour simplifier. C'est l'ère ClickFunnels. Même si ClickFunnels, je trouve que c'était écrit en 2014, mais on s'en fout. Je simplifie un petit peu. C'est l'ère, tu vois, ok, tu chopes du lead, en organique ou en payant, on s'en fout, ok, boum. Landing page un peu dégueulasse. Un peu comme celle que tu fais. Elles sont dégueulasses, tes landing page, elles convertissent très bien, j'imagine. Landing page dégueulasse. Dégueulasse, c'est pas négatif, hein, c'est moche, mais ça convertit. Ouais. Okay. Landing page dégueulasse. Après, derrière, tu as texte de vente, produit, bump, upsell, downsell, ok, page de remerciement. Après les mails, boum, 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 tu défonces les mecs pour leur envoyer vers tes offres et tu monétises comme ça. Très bon modèle qui a permis de printer un max de thunes pendant la décennie 2013-2023. Mes premiers millions ont été créés comme ça. Donc, super, moi je suis fan. Je pense qu'aujourd'hui, le modèle va changer vers autre chose. Est-ce que ça t'intéresse que je t'explique ce que c'est? Le nouveau La funnel. relation, je Tu remplaces suppose. le funnel. Alors, la relation, c'est un peu, ouais, la relation n'est pas un funnel, si tu veux. Le funnel, il est suivant. Il est en trois temps. Tu as d'abord un produit, on va dire, de relation. Donc, tu crées un produit qui sert juste à développer la relation. Ça peut être une newsletter payante, ça peut être le produit gratuit. Donc, ça peut être une newsletter gratuite, ça peut être un club, ça peut être un Discord, ça peut être on s'en fout. Okay. L'idée, c'est que c'est un produit qui a un branding, qui a une expérience utilisateur, qui est result driven, désolé pour l'anglicisme, c'est-à-dire qu'en fait, il sert à accomplir un résultat pour l'audience. Donc, c'est pas genre, ouais, j'envoie des mails, ou ouais, en fait, j'ai un Discord. Non, c'est un produit qui est brandé. Tu prends un mec comme Luke Belmar sur le marché américain, lui, il n'envoie pas un mail, il n'envoie pas un audio, il fait pas une vidéo. Non, il fait un dataset. Il va te télécharger dans ton cerveau un dataset. Et oui, c'est un putain de mail, un audio, mais expérience produit, tu vois. Ok, donc tu as un premier produit qui est le produit, on va dire, gratos, ce produit de relation. Après, les gens arrivent là-dessus avec de l'ADS ou de l'organique, on s'en fout un peu. Après, tu vas avoir ton deuxième produit qui est ton produit, on va dire, de rente digitale. C'est ton produit en abonnement, ça peut être un abonnement annuel, mensuel, trimestriel, ça peut être un abonnement ultra cher, ou pas cher du tout, ça peut être un truc à 9 balles par mois ou à 10 000 balles par an, on s'en fout. Là, c'est un produit finalement de rente. Tu vas créer une forme de rente pour avoir du revenu qui est prévisible dans le temps. Encore une fois, monde complexe, monde bordélique, besoin de visibilité. Ce produit, en général, il existe en conséquence de la résolution du premier problème. Imaginons que le premier problème, c'est, je sais pas, je vais m'organiser pour épargner, donc tu donnes plein de conseils pour épargner. Le deuxième produit, ça va être maintenant, il faut investir. Tu vois. Mais parce que tu as aidé la personne à épargner, à s'organiser, à mettre de l'argent de côté et de créer quelque part cette sécurité et cette sérénité, tu as accompli ça pour la personne, elle a donc confiance en toi, donc elle n'a aucun problème à acheter le produit payant et à s'engager dans le produit payant avec toi. Okay. Ça, c'est le produit numéro 2 qui sert finalement à créer ton forme de lisibilité et de visibilité. Quand tu vends ce produit-là, il n'y a pas de bump, il n'y a pas d'upsell, il n'y a pas de downsell, il n'y a pas tout ce putain de cirque.
C'est juste calme. C'est en fait, limite, il n'y a même pas de texte de vente. C'est en mode, tiens, ça fait ça. Le mec, il fait, ok, je te crois. Parce que tu as tellement investi dans la relation avant. Okay. Donc, il y a en fait, même le côté copywriting, faire une offre, il y a plein de bonus, machin, valeur totale, 10 000 euros, prix exclusif pour une durée limitée, 1 000 euros. Non, tu te fais même plus chier avec ça. Tu te fais plus chier. Tu t'en as les couilles. Rien à foutre. Personne n'y croit à cette merde, de toute manière. Même sur du trafic froid? Même sur du trafic froid. Trafic froid, en fait, tu l'envoies sur ton premier produit. Tu ne le monétises pas directement. Tu l'envoies sur ton produit de relation. Tu vois. Ok. C'est juste que tu vas mettre plus de temps à le rentabiliser. Après, il y a le troisième moment. Le troisième moment, c'est les produits dits flow. F-L-O-W. L'inspiration du produit flow, elle vient de OnlyFans. Alors attention, je sais, ça fait grincer. Je ne parle pas d'OnlyFans en mode ouais, cul, zizi, machin, nudité. Non, rien à foutre. Ce qui est intéressant en termes de plateforme, en termes de business model, si on analyse froidement le truc, c'est le gros de l'argent sur OnlyFans, 80% de l'argent sur OnlyFans, il est fait en DM. La meuf, elle dit, tiens, j'ai en train de m'échanger, elle prend une photo, elle envoie, tu payes 49, je sais pas combien, on s'en fout, c'est elle qui décide du prix, et tu as accès à la photo, ou au contenu, ou au message, peu importe, etc. Okay. Encore une fois, je dis pas que ce business il est mal, je dis pas que ce business il est bien, je suis là pour analyser un business model et gérer la solution technologique qu'il y a derrière. Et la thune, elle est faite là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le flow, F-L-O-W, on est dans l'instantanéité, on est dans le, ok, I feel good, je suis en harmonie, en osmose avec moi-même et mon audience, on va dire quoi. Et donc du coup, sur ce modèle, tu as donc le produit gratuit, le produit de rente digitale, et après il y a des produits de flow. Donc typiquement, tu es dans l'infoprenariat, tu es allé à un mastermind ou une conférence, tu as appris un truc de dingue, mais tu as appris un truc de mindfuck. Bah, tu es dans le taxi pour rentrer, tu prends ton téléphone, tu dis les mecs, je viens d'apprendre un truc, c'est un secret, ok, très bien, bah, je vous mets le lien pour y accéder, dedans on va plus ou moins voir ça, je vous dis pas tout, ok. Tu teases un peu, et encore une fois, il y a pas J'ai failli l'acheter celui-là. Mais tu t'aurais dû, il est super. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas tout ce bordel-là, etc. Ok. Il n'y a pas de compte à rebours, on s'en fout, on s'en branle de tout ça. Et après, la personne, bah, elle paye, et toi, bah, dans le taxi, tu avais 30 minutes pour aller à l'aéroport, bah, en fait, tu expliques ce que tu as appris. Et tu vends ça, je sais pas, 150 balles, 99 balles, on s'en fout. Et parce qu'on est dans le flow, ça se passe bien, et ça se vend tout seul. Et l'idée, c'est que dans ce nouveau processus, vendre ne coûte pas d'énergie. Tu sais, c'est pas, ouais, je fais un funnel, je branche 15 000 automations, des séquences, des machins, des trucs, je rédige des textes pendant des semaines et tout. Acheter ne prend pas d'énergie. Ah, j'ai pas à lire un texte qui fait 2 km, écouter un webinaire pendant 3h30. Ça prend pas d'énergie. Ça ne prend pas d'énergie. Donc il y a de l'énergie qui est libérée. C'est important l'énergie. Il y a de l'énergie qui est libérée pour créer de la relation, créer finalement des résultats pour les gens et évoluer comme ça. Et je pense en fait, ma thèse c'est qu'on va basculer de plus en plus vers ce modèle-là et que ce modèle-là va écrabouiller le modèle du funnel dans les mois et les années à venir. Et du coup, en fait, FrogTech était une belle technologie, mais elle arrive, on va dire, à maturité quand ce même marché est un peu arrivé en, on va dire, peut-être plutôt, même en déclin. Je pense que tout ce qui est les funnels aujourd'hui, c'est en déclin. Et donc, du coup, bah, FrogTech, c'est joli, ça marche, c'est là, les gens peuvent l'utiliser, pas de souci. Mais finalement, mon travail dans le Web 2, finalement, a été déplacé vers Bonsai.lol, qui est une plateforme qui sert à faire ça. Un produit d'aide gratuit, un produit d'abonnement et des produits en flow. Et du coup, ce qui remplace l'upsell, le bump, etc., c'est les produits en flow. Ok, voilà, donc Bonsai, ça fait de l'emailing, c'est ça, en gros, Bonsai, c'est Patreon, Beehive, enfin, c'est Patreon, ActiveCampaign, Beehive, Teachable réunis, quoi. Ok, donc tout pour un business de relation, quoi. Ouais, business de relation. En gros, sur Bonsai, tu te crées finalement un compte, ça prend 2 secondes, ok. Et après, tu as un canal gratuit. En fait, tu peux créer 3 niveaux d'accès. C'est que sur ton, enfin, toi, tu crées un compte, okay, de créateur, c'est gratuit. Et là, tu fais des posts. Donc, tu peux juste poster des trucs. Okay. Ces posts, tu peux les organiser par produit ou juste les foutre sur un feed. Tu es un peu comme un feed sur Patreon. Patreon, c'est vraiment dégueulasse, mais tu vois, où tu postes des trucs. Okay. Ça peut être du texte, ça peut être des vidéos, ça peut être ce que tu veux, on s'en fout. Okay. Et après, tu vas pouvoir classifier les accès. Soit tu dis, tout le monde peut le voir. Donc, n'importe qui, mais voilà, bonsai.lol/Maxence, par exemple. Je t'invite à prendre le Maxence, si quelqu'un n'a pas déjà pris. Et ceux qui nous écoutent, je vous invite aussi à prendre vos noms, / avec votre nom, pour pas qu'un mec aille le squatter. Je leur mettrai un lien en description. Voilà. Et donc, tu vois, toi, tu peux dire, bah, je veux qu'il y ait des posts qui soient visibles pour tous. Ok, cool. Après, tu vas dire, moi, je veux qu'il y ait des posts qui soient uniquement visibles aux gens qui sont opt-in. Donc, le mec, il peut cliquer, il peut s'opt-in, il laisse son mail et il a accès aux posts. Donc, c'est gratuit, hein. Aux posts qui sont visibles que pour les mecs qui sont opt-in. Et là, en gros, quand tu es dans le niveau d'opt-in, tu es sur le produit gratuit.
Toi, tu es vraiment là pour créer le produit gratuit, le result-driven product gratuit. Okay. Et après, tu auras des posts où tu vas dire ça va être uniquement accessible aux gens qui ont acheté tel ou tel produit. Soit ton produit en abonnement, soit un produit en flow, tu crées ce que tu veux. Quoi. Je vois si je peux te montrer le truc, parce que là, on est en train il est en train d'être codé, hein, donc c'est encore un peu le bordel, le design n'est pas encore fait. Je vois si je peux te montrer ça. Et je crois que j'ai vu Jean-Marie Cordache sur son Telegram là, il met des posts et je pouvais pas les voir, je suppose que ça doit être ça du coup. Attends, je te montre. Je regarde si je peux partager l'écran. Screen. La fenêtre. Ok, boum, boum, boum. Ok. Tu vois, bon, là, c'est un peu bordélique. Tu vois, là, je me suis inscrit. Là, c'est des potes qui Pour sont le moment, inscrits. je vois rien. Tu as pas l'écran? Ouais, je l'ai pas là. J'ai un écran noir, mais j'ai pas le. Attends, je fais hop, j'arrête, je relance. Je fais screen. Je vais mettre tout l'écran. Je vais voir si je mets tout l'écran, c'est mieux. Attends, ça se charge. Ok. Là, c'est bon. Okay. Ouais. Tu vois, donc là, en fait, je suis sur, je suis connecté en tant que, on va dire qu'individu, pas que créateur. Donc moi, je suis Cordara. MVG, c'est un de nos comptes à nous. Donc je peux voir en gros les gens que je suis, ce qu'ils ont posté. Clairement, le produit est en cours de création. Ok. Et tu vois là, par exemple, ce produit-là, je sais pas ce que c'est Greenut, c'est un travail de communauté qui fait des tests. Lui, tu vois, je peux voir qu'il a posté, enfin qu'il a mis un post en live, mais je peux pas l'acheter. Mais qu'il faut que je paye pour le voir. Après, si je vais sur un créateur particulier, je vais prendre peut-être Corda, est-ce qu'il a posté des trucs. Donc là, il met ses posts. Ok. Là, ça c'est un post pour une formation. Et donc en fait, il doit acheter la formation pour y avoir accès. Donc ce qui est cool, c'est qu'en fait, toi, ton audience, elle peut voir finalement tes posts. Donc, tu vois, ça c'est genre, je pense que c'est genre un email. Je sais pas s'il y a une connerie encore. Non, c'est une vidéo. Ok. Donc là, il a posté une de ses vidéos. On va voir si, est-ce que ça c'est un email. Non. Ah, tu vois, ça c'est un genre, il y a les deux. Il met sa vidéo, tu vois, avec en double, faut que je le dise. Ah non, c'est deux vidéos séparées. Ok. Et là, il écrit son mail en dessous. Ce message est visible dans le feed, mais il a également été envoyé par email. Donc, en fait, la notion finalement de post et d'email est rassemblée. En fait, il n'y a pas de c'est soit un email, soit c'est posté là. C'est parce que tu envoies par email, tu le mets aussi ici. Ou plutôt, quand tu crées un post, tu peux choisir. Soit c'est uniquement envoyé par email, soit c'est uniquement dans le feed, soit c'est les deux. Ce qui est pratique en fait. Ok, on va voir les autres. Et donc, encore une fois, le design n'a pas encore été fait. Donc là, c'est sur la bêta, c'est sur la maquette quasiment. La bêta, ouais. Et donc, tu as des trucs, voilà, j'ai dilaté une journaliste, super. C'est du bon goût, c'est de la qualité. Mais ce qui est sympa, tu vois, c'est que toi, ton audience, elle est là. Elle voit qu'il y a un post qui vient d'être publié pour en fait une déformation. Et du coup, ça crée du FOMO. Elle dit ah putain, merde. Tu vois, et en fait, tu vois, dès que tu ajoutes des trucs dans tes formations, tout le monde voit que tu as ajouté un truc, mais il peut pas le voir. De toi, ça crée de la vente et du FOMO permanent sans avoir à utiliser des leviers de merde en mode rareté, maintenant, tout de suite, ce soir, on ferme, etc. À minuit, réduction, Black Friday de mes couilles, etc. Et donc, du coup, en fait, c'est une plateforme qui est suroptimisée pour vendre sans que ça braque les gens, sans que ça prenne d'énergie. Et en tant qu'individu, ce qui est cool, c'est que tu peux suivre tes créateurs. Si ça te fait chier d'ouvrir les mails, tu vas juste les checker ici. Et tu as les mails, les cours, les posts, machin, tout qui est rassemblé au même endroit. C'est simple, c'est agréable. Et ça n'empêche pas d'utiliser évidemment Twitter, Telegram et tout le reste. Quoi. Et d'ailleurs, quand tu te crées un compte sur Bonsai en tant que créateur, si tu veux un espace de discussion communautaire, un peu un espace de forum, on intègre directement Telegram. Comme ça, on reste sur les applications qu'on a l'habitude d'utiliser. On ne cherche pas à recréer un forum dans l'application, ça fait chier tout le monde. Les gens ils sont sur Telegram, ils sont heureux. Quoi. Donc voilà. Donc en fait, c'est surtout intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'on a eu la décennie ClickFunnels, super, incroyable, plein de trucs, argent gratuit. Les premiers arrivés ont printé des millions alors qu'ils étaient cons comme des bites, vraiment. Et là, on a la décennie something else, quoi, un truc différent que nous, on va appeler Bonsai. Quoi. Ok. Donc voilà, c'est un outil optimisé pour centraliser la relation, du coup. Pour maximiser la qualité de la relation, maximiser la capacité à faire progresser les clients, à apporter du résultat aux clients, et finalement à optimiser la monétisation c'est de la vente douce finalement. C'est différent. En fait, si tu veux, tu crées un sentiment finalement de rareté permanent, quoi. Donc, tu vois, c'est... sauf que la rareté, je sais pas si c'est... ouais, tu peux dire que c'est doux si tu veux, quoi.
Mais je sais pas si ça serait vraiment les adjectifs que j'ai utilisés, quoi. C'est juste différent, quoi. Adapté à la relation, quoi. Ça prend moins d'énergie. Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est que ça prend moins d'énergie pour acheter, moins d'énergie pour vendre. Encore une fois, l'énergie des gens est aspirée par le bordel. Par le bordel sur Internet, l'avalanche de contenu, l'incertitude généralisée. Les gens, leur énergie est lessivée. Donc si ça leur prend trop d'énergie d'acheter, ben, n'achète pas. Et si toi, ça te prend trop d'énergie de créer et de vendre, bah, la qualité de ton processus commercial est aussi affectée, quoi. Ok, bah je te propose qu'on termine sur ça avec 3 petites questions. Vas-y. La première, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Twitter, Goulag Global. Ou Ok, sur bonsai.lol/Tugan. Bah, ok, bah ils auront un petit lien en description. La seconde, c'est est-ce que tu aurais un autre invité à me recommander pour un prochain podcast? francophone, business. Moi, j'aime bien Sorcier de l'e-com en ce moment. Sur Twitter, très Ok, actif. Il fait des choses intéressantes. Donc lui, ça peut être sympa. ça marche. Après, Et enfin, vas-y. pour le petit teaser, est-ce que la Terre est plate? Oui. Ça marche, ça nous fera notre Mais teaser. seuls les Bah écoute, vrais, seuls les vrais comprennent. je te remercie d'être passé, ça faisait plaisir. Et puis bah Merci pour reste co là l'invitation. que le fichier se termine d'upload. Super.